au sein de l'ONG AMEL, Association Internationale. Je pense que la plupart d'entre vous en avez entendu parler, donc je ne vais pas m'étendre sur la chose. Simplement pour vous dire aussi que je suis engagée avec plusieurs de mes amis ici dans AMEL France. Là aussi, nous aurons très certainement l'occasion d'en reparler. Je vais essayer de faire l'introduction la plus courte possible, puisque nous avons ici 4 intervenants qui ont des choses très intéressantes à partager avec nous. Donc simplement pour vous dire que nous allons discuter des crises. On va essayer de faire ensemble un état des lieux des crises protéiformes qui ont beaucoup changé. En tout cas, notre perception de ces crises a énormément changé. Et donc, par conséquent, les réponses à ces crises aussi ont changé ou vont changer. Donc, présentation des crises, présentation des réponses, et puis recommandations. Différents types de recommandations qui tout d'abord viendront de nos intervenants, et ensuite, nous l'espérons, de vous aussi à travers des questions et des suggestions. Voilà pour la présentation. Nous allons donc tout de suite commencer avec Amal. Amal Abou El-Reit est responsable des programmes internationaux à Secours Islamique de France, en charge de la zone Moyen-Orient et Asie depuis 2011 au sein de CIF, mais qui travaille dans la zone depuis 2005, formé à l'action humanitaire avec François Boulvald au sein du Master d'action humanitaire à Créteil, et formation donc, qui a débuté pendant l'année du tsunami. Donc, une belle personne. Voilà, un cas pratique en termes de crise assez intéressant. Donc, je vous laisse la parole, Amal. Merci Virginie. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier Imacop pour cette invitation et je remercie aussi chaleureusement Joseph Gâteau et toute son équipe pour l'organisation de ces états généraux. Les féliciter aussi pour le succès de la première édition et donner aussi mes encouragements pour cette deuxième édition et pour les futures éditions. Alors si à la fin on ne va pas déboucher à la fin de ces états généraux par la prise de la Bastille, et au moins ce rendez-vous annuel est l'occasion tout simplement d'interroger nos pratiques et de nous confronter à nos propres responsabilités, comme ça a été dit en introduction, et donc essayer d'analyser un peu nos pratiques dans le champ de l'action humanitaire et donc essayer d'en améliorer les pratiques. Je vais essayer de respecter scrupuleusement le plan qui a été proposé, en commençant par une série de constats. Et puis, j'enchaînerai avec quelques réponses, des exemples de réponses que le CIF a apportées, face au constat que je vais énumérer. Et ensuite, finir par quelques recommandations qui rejoignent la plupart des recommandations que les acteurs humanitaires font, mais aussi parler notamment des responsabilités qu'ont les organisations internationales et particulièrement le CIF, le Secours Islamique de France. Je vais commencer par énumérer peut-être 2 constats. Le premier, c'est la manière dont les crises sont appréhendées. Alors, le monde humanitaire interroge tout le temps son environnement, les acteurs humanitaires, donc dans toute la variété qui constitue les acteurs humanitaires aujourd'hui, et ce n'est pas exclusivement les ONG qui se disent être des acteurs humanitaires. Finalement, ces acteurs n'ont cessé d'essayer d'analyser, d'avoir différentes lectures des différentes crises. Alors, il y a différentes lectures possibles. La première et la plus facile, je dirais, c'est celle d'avoir une lecture par nature de crise. Appréhender une crise sanitaire comme une épidémie du choléra ou Ebola ne s'appréhende pas de la même manière qu'une crise sociale qui concerne davantage les perspectives ou le manque de perspectives économiques qui débouchent derrière sur des revendications sociales, des manifestations. Donc la France est aussi un terrain aussi qui montre pas mal de tensions sociales à travers ces manifestations. Et on a pu le voir aussi dans la révolution du jasmin en Tunisie, où ça a été vraiment des revendications sociales profondes. Et puis, ce sont aussi des crises politiques qui sont davantage liées à des questions de territoire, d'enjeux de territoire, comme c'est le cas notamment dans le conflit israélo-palestinien,
au Sahara occidental, ou parfois dans des idéologies politiques avec certains groupes qui veulent répandre certaines idées, donc dans cette logique de conquête territoriale et idéologique. Donc à côté de cette première lecture de la nature, des crises qui va un peu influencer la manière dont on va vouloir y répondre à travers des métiers. Donc les métiers vont se dessiner, les médecins vont définir un cadre d'intervention pour les crises sanitaires de la même manière que les autres acteurs vont essayer de structurer leur intervention sur les autres natures de crises. La deuxième lecture possible, c'est finalement cette fameuse dichotomie entre les crises oubliées et les crises médiatisées, où on a tout le florilège de critiques sur les ONG qui surfent sur les vagues médiatiques pour intervenir ici et là, au détriment de certaines zones qui restent oubliées et où les besoins sont tout aussi importants que celles qui ont les projecteurs dessus. La troisième lecture possible, c'est finalement les crises durables versus les crises chroniques. Les crises durables, on le voit, ce sont des camps de réfugiés qui perdurent. À titre d'exemple, le camp de Kakuma au Kenya existe depuis 1992. Donc, est-ce qu'on est sur une crise durable ou est-ce qu'on est sur des solutions qu'on n'arrive pas à trouver? Voilà, ça engendre un certain nombre de remises en question à la fois des systèmes, mais aussi de la manière dont les réponses sont apportées. Les crises chroniques sont celles qui sont notamment ponctuées par les aléas climatiques, comme on peut le voir au Pakistan, par exemple, où les passages de mousson génèrent des inondations quand elles ne génèrent pas derrière des sécheresses. Et donc, ces catastrophes naturelles qui sont de plus en plus resserrées font que ces crises chroniques font que les acteurs humanitaires anticipent maintenant les questions, puisqu'on peut prévoir les prochaines crises. La quatrième lecture, ce sont finalement les crises qui se superposent, comme pour rester sur le Pakistan, où on a par exemple dans les zones frontalières avec l'Afghanistan un conflit politique qui perdure et qui est aussi parfois secoué par les aléas climatiques, comme là dernièrement il y a eu un tremblement de terre qui est venu accentuer ou exacerber une situation déjà de vulnérabilité, donc des crises qui viennent se superposer les unes aux autres. Et puis les crises qui se déplacent ou les crises qui se propagent. Alors je pense qu'on a abordé la question de la Syrie hier, lundi, donc des crises qui au départ étaient dans une échelle plutôt nationale, qui ensuite s'est régionalisée avec le déplacement dans les pays frontaliers. Et puis petit à petit, ces flux migratoires qui viennent jusqu'en Europe et qui génèrent aussi certaines remises en question de la réponse que l'on peut apporter face à ces différents besoins. Et la dernière lecture qui vient régulièrement, c'est le constat alarmant de se dire aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de crises depuis la Seconde Guerre mondiale, là où d'autres vont plutôt dire finalement, est-ce que ce n'est pas l'accès à l'information qui fait qu'on sait ce qui se passe dans les quatre coins du globe, qui nous donne cette image un peu apocalyptique et de se dire, voilà, on vit dans un monde complètement chaotique et comment va-t-on s'en sortir? Donc, si toutes ces grilles de lecture ne mettent pas d'accord tous les acteurs humanitaires, j'ai envie de dire heureusement, ça permet aussi de nourrir le débat, il est un constat, c'est que toutes ces crises génèrent des fragilités. Et donc, c'est pour suivre aussi la réflexion qui a été proposée. Et donc, je vais énumérer 4 principales fragilités. La première, c'est la fragilité des humanitaires eux-mêmes. Les acteurs humanitaires sont dépassés par les événements. Aujourd'hui, on interroge nos capacités à répondre à toutes ces crises. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de crises. Maintenant, il s'agit de savoir lesquelles les acteurs humanitaires prétendent d'y répondre. Et donc, est-ce que les acteurs humanitaires ont la prétention de couvrir toutes les crises, ou est-ce que les acteurs n'ont pas intérêt à recentrer sur soit leur mandat, soit mettre des priorités selon les expertises qu'ils ont réussi à développer au fur et à mesure. Et donc, faire preuve d'une certaine humilité pour admettre qu'on ne peut pas être partout. Et que ça implique aussi une certaine coordination entre les acteurs. La deuxième fragilité qui perdure, malheureusement, c'est aussi une fragilité durant les moments de transition.
Lorsqu'on aborde les phases d'urgence et donc lorsqu'on est dans une transition vers la post-urgence, eh ben on s'aperçoit qu'on a du mal à corriger les gaps qu'il y a entre les acteurs urgentistes et les développeurs. Je prends un exemple qui a été, que le CIF a vécu, ça a été dans le camp de Choucha en Tunisie en 2011. Donc il y a eu pendant 6 mois une activité très intense d'urgence, donc où il y a eu des distributions alimentaires matin, midi et soir pour des réfugiés qui parfois atteignaient un pic de 20 000 personnes faisant la queue pour les distributions. Mais ça a été aussi un contexte particulièrement difficile parce que la Tunisie, qui était elle-même soulevée par les mouvements sociaux, et donc avec la crise aussi en Libye qui a sévi derrière avec les hostilités, a paralysé complètement l'économie locale, et donc ce camp de Choucha est venu s'installer donc à la frontière libyenne, là où il y avait donc une activité commerciale assez importante entre la Libye et la Tunisie. Alors, avec l'arrivée du camp humanitaire, comme on peut le constater derrière, ailleurs, je veux dire sur d'autres continents, et ben ça crée de l'emploi dans une zone où l'emploi est paralysé. Et donc, avec ces perspectives-là, lorsque le CIF a dû fermer ses programmes, il s'est retrouvé confronté à la difficulté de ce tuilage avec les acteurs qui prenaient en charge la phase d'après, et notamment de faire perdurer les emplois des personnes qu'on avait employées de manière journalière. Et donc notre équipe a été prise en otage parce que la structure qui prenait le relais ne pouvait pas assurer, en tout cas financièrement, le salaire de ces personnes-là. Et donc on est face à une crise qui révèle les failles aussi d'un système à partir du moment où on se dit urgentiste, c'est de travailler aussi sur ces transitions. Donc malheureusement, on a du mal encore à répondre. La troisième fragilité, c'est la fragilité du système même de l'aide publique pour les crises humanitaires. Et là, je parle particulièrement de l'Union européenne. On l'a vu avec la crise syrienne et avec les flux migratoires qui viennent jusqu'en Europe. C'est de l'improvisation politique, de l'improvisation financière, et donc on va couper des budgets sur une crise pour en donner à d'autres, donc voilà pour les Balkans notamment. Et donc c'est cette improvisation qui montre une certaine fragilité et donc une difficulté à s'adapter à des contextes de crise mouvants. La quatrième fragilité, et finalement c'est aussi lié à ça, c'est le système de financement des crises. On a d'un côté les institutions qui répondent à des échéances électorales, là où les crises ne répondent pas au même phasage. Donc il faut parfois apporter des réponses sur 10 ans, avec, comme je disais précédemment, un tuilage entre les moments de crise et ensuite les programmes derrière de développement. Et donc les mandats des politiques qui répondent à des mandats électoraux ne sont pas toujours adaptés, et donc une projection à 3 ans ne suffit pas pour gérer ces crises-là. On le voit avec la crise syrienne, on le voit avec d'autres crises pareilles. C'est donc cette gymnastique budgétaire constante de l'Union européenne et aussi le désespoir des agences onusiennes qui crient à chaque fois au désespoir parce que les finances ne suivent pas. On voit l'exemple dans la bande de Gaza, par exemple, lorsque les agences comme l'UNRWA ou le PAM décident de réduire leur aide parce qu'ils n'ont pas les moyens suffisants pour assurer leur intervention ou même assurer le salaire des fonctionnaires, et bien derrière ça génère des crises, des manifestations, là où dans un territoire aussi petit que la bande de Gaza qui est totalement dépendant de l'aide internationale, crée encore plus de crispation. Et c'est aussi une fragilité financière du côté des ONG aussi, puisqu'on tient en haleine nos donateurs. C'est aussi justifié que les investissements qui sont faits sur certaines zones et donc remis en question, je parlais de Gaza, lorsqu'on réhabilite des structures qui sont détruites quelques temps après, et donc on est dans un perpétuel recommencement, ça veut dire qu'on doit tenir nos donateurs
avec cette capacité de financement, et donc finalement les ONG elles-mêmes sont dans cette difficulté-là. Alors, pour la deuxième partie, je vais essayer d'être assez brève. Donc les réponses que le CIF a tenté d'apporter, ça a été finalement d'appréhender les crises de manière multidimensionnelle, puisqu'elles sont complexes aujourd'hui, et donc essayer d'adopter plutôt une démarche d'un programme intégré, pluriannuel, dans lequel les phases d'urgence et de post-urgence sont réfléchies. Et donc, c'est prévoir déjà d'anticiper ces catastrophes dans les lieux où c'est possible, comme le Pakistan ou comme la bande de Gaza. Et donc, c'est essayer d'avoir des paliers où les activités d'urgence vont switcher vers des opérations post-urgence et de développement. Donc, ça implique une meilleure coordination à l'interne. Donc, à partir du moment où on veut être sur les deux fronts, donc, ça entend que les desks urgence veulent bien parler avec les développeurs. Donc c'est compliqué parce que le mode opératoire est en opposition lui-même. L'urgence fait appel à l'immédiateté, ça coûte cher, et donc c'est aussi la gratuité de l'aide puisqu'on veut répondre à des besoins immédiats, là où la logique du développement veut qu'on est plus dans une démarche participative, dans une démarche vraiment d'analyse du contexte et donc finalement de sortir de l'assistanat. Donc c'est un vrai challenge en soi. Et c'est aussi passer par plus de partenariats, parce que des contextes ne s'improvisent pas, en tout cas, et donc s'appuyer sur des partenaires qui connaissent leur terrain, c'est beaucoup mieux que de fermer, enfin d'ouvrir puis de fermer une mission. Donc ça coûte cher. La deuxième réponse aussi apportée, c'est le mode opératoire qui résulte un peu de l'expérience des Balkans, où finalement, on a vu que le site était aux extrémités des parcours des réfugiés, en tout cas des familles syriennes qui se déplaçaient. Donc on est à l'intérieur de la Syrie. On va travailler plus sur la réponse de mise à l'abri des personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie, puis au Liban et en Jordanie pour les réfugiés. Et puis de l'autre côté, on est dans le point ultime qui est celui de l'Europe pour le passage vers l'Allemagne. Et donc finalement, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe entre les deux. Et donc l'accompagnement de ces personnes-là, et donc avec leur parcours qui est plus long, et ben, ça demande aussi un investissement beaucoup plus important et donc des modes opératoires différents. C'est aussi adapter son intervention au déplacement. Donc lorsqu'on est dans un camp humanitaire, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est à traverser plusieurs frontières. Et donc on voit la question des enfants, notamment réfugiés, qu'on voit aujourd'hui en Europe. Et ben, voilà, comment répondre à ces besoins-là, s'ils sont sur le sol français, ce ne sera pas la même approche, puisqu'on est sur un sol où il y a cette question de droit de l'enfant et de protection de l'enfant, qui n'aura pas le même écho que si on était dans un autre pays de transitaire de ces personnes-là. Et donc ça implique aussi de confronter l'expérience des missions sociales France, où on est beaucoup plus dans une logique d'accompagnement social, d'accompagnement individuel, là où la logique humanitaire se veut encore dans une approche quantitative et donc collective. Donc je finirai par ça, donc c'est ma conclusion. Si je peux avoir quelques recommandations, en tout cas si le CIF peut avoir quelques recommandations, c'est avant tout de mettre en avant sa responsabilité. La première, c'est une responsabilité éthique. En tant que secours islamique France, comme vous l'entendez, c'est une connotation assez forte. Et donc, le CIF a cette responsabilité éthique de respecter son mandat humanitaire. On voit aussi une compétition d'un certain nombre d'acteurs qui se veulent aussi de cette identité musulmane et qui vont prôner d'autres idées qu'on ne cautionne pas. Et donc, c'est de faire valoir le fait qu'on respecte les personnes qui sont aidées sur le terrain, mais on respecte aussi nos donateurs qui, auprès de qui nous garantissons que leur argent ne va pas pour des actes de prosélytisme, par exemple. C'est une deuxième responsabilité aussi sécuritaire pour les équipes que nous avons sur les différents terrains qui sont compliqués. Donc, les acteurs humanitaires sont certes très divers, mais l'humanitaire ne s'improvise pas. Je crois que Médecins sans frontières a fait les frais 2 fois ces derniers temps de pertes humaines. C'est aussi être conscient de cette responsabilité-là et donc de déployer des moyens qui correspondent à cette approche-là. Trois recommandations fortes, c'est de maintenir aussi un plaidoyer pour défendre les principes humanitaires. S'il y a un certain nombre d'acteurs aussi divers
qu'ils sont, c'est aussi de faire valoir que ces principes humanitaires sont valables et qu'il est très très important que même les entreprises, les fondations, les collectivités territoriales, etc., répondent à ces principes humanitaires. Une responsabilité aussi écologique. C'est aussi une recommandation. On a encore du mal à préserver l'environnement à partir du moment où il y a une crise et donc une aide qui s'opère, de respecter l'environnement. On le voit par exemple dans les Balkans, donc les personnes sont en transit, et donc l'aide humanitaire qui est apportée, ce sont essentiellement des colis alimentaires ou des vêtements ou des bouteilles d'eau. Le fait même de distribuer des bouteilles d'eau, donc le résultat immédiat, c'est de voir toutes ces bouteilles vides le long des routes ou le long des voies ferrées, puisque c'est le principal canal. Et c'est aussi de voir les champs aux alentours pollués par cette aide humanitaire. Et donc il y a une responsabilité aussi à avoir à ce niveau-là. Et la dernière responsabilité, elle est morale, pour interpeller les pouvoirs publics et les États sur les dénonciations de la violation du droit international. Donc on a des activités de plaidoyer qui vont dans ce sens, à la fois sur les terrains où nous sommes, mais aussi là en Europe, quand on voit que l'aide vient jusqu'à nos portes, de voir à quel point on a du mal à répondre à toutes ces attentes, et donc de faire aussi acte d'humilité face au Liban ou la Jordanie qui absorbe des millions et des millions de personnes, là où en Europe on a du mal à gérer quelques 6 000 ou 7 000 réfugiés. Vous avez été très compréhensif, et ces premières recommandations sur le plan éthique, sécuritaire, de plaidoyer écologique et finalement sur le plan moral. Ce qui nous permet de passer plus particulièrement à la zone géographique africaine avec le docteur Sékou Koraïssi Condé. Donc vous êtes cofondateur, directeur exécutif de African Crisis Group, impliqué plus particulièrement dans la prévention et dans la résolution des conflits. Vous êtes aussi titulaire d'un doctorat en droit, doctorat en sociologie, et ancien ministre de la Sécurité, des Affaires étrangères, secrétaire général du Conseil national de transition et médiateur de la République en Guinée-Conakry. Je vous laisse donc la parole. Je vous remercie pour cette élogieuse introduction. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de me retrouver ici parmi vous, acteurs de paix, acteurs humanitaires, à un moment particulier de l'histoire de notre continent, du continent africain, habité par une série de crises, de conflits, une superposition de conflits et un développement de l'instinct de violence. Ceci dit, cette observation s'accompagne de la fragilité des institutions étatiques en Afrique. Les États africains sont habités par une conflictualité liée, premièrement, fondamentalement, au tracé colonial des frontières. Les frontières en Afrique portent des germes de conflit. L'administration en Afrique porte des germes de conflit. Les nominations aux postes de responsabilité administrative portent des germes de conflit. La transformation des religions, la transformation de l'islam en Afrique porte des germes de conflit. La cohabitation entre les communautés, entre les ethnies, porte des germes de conflit. La gouvernance électorale porte des germes de conflit. La nature de la coopération entre les États africains indépendants et les multinationales portent des germes de conflit. Vous comprendrez que nos États sont confrontés à une série de frustrations, à une situation de conflictualité qui finalement développe ce que j'ai appelé l'instinct de violence. Cet instinct de violence se manifeste de façon accrue à des moments où les populations n'ont plus de repères. En Centrafrique, par exemple, on n'utilise plus les armes conventionnelles, le pistolet et le kalachnikov.
le bâton, les machettes, les couteaux, les... C'est l'instinct de guerre. Lorsque, en avril 2012, African Crisis Group s'est retrouvé au Mali, à Bamako, après la prise du pouvoir du capitaine Sanogo, le 21 au 22 mars 2012, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Intéressant entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, dans la mesure où, le 30 avril, les bérets rouges ont tenté de faire un coup d'État contre les bérets verts qui avaient fait le coup d'État du 22 mars 2012. En réplique, le 1er mai 2012, les bérets rouges sont venus assiéger le camp des bérets rouges. Les bérets verts sont venus assiéger le camp des bérets rouges de Dikoroni, Bako Dikoroni. African Crisis Group était domicilié à l'hôtel Nord-Sud qui est juste en face du camp. Et imaginez bien, de 18h à 6h du matin, les coups de canon, des cris humains sans s'écouter. J'ai appelé à l'époque le secrétaire général Jean Ping, le président Jean Ping, les responsables de la CEDEAO, les chefs d'État africains que nous connaissons, sans aucune réponse. 2 ou 3 jours après, que l'archevêque de Bamako a pris la parole pour appeler. Que font-nous des victimes? C'est un exemple qui m'a frappé dans la mesure où l'action humanitaire doit porter aussi sur l'interpellation des acteurs étatiques, sur le témoignage, sur la présence. L'action humanitaire inclut, à mon avis, l'aide au développement et l'aide humanitaire, qui est une démarche d'urgence face aux catastrophes, qui fait référence à la réalité. Et l'action humanitaire de prévention et accompagnée par l'action humanitaire réactive ont un sens dans la mesure où ça nous permet d'alerter toutes les familles d'acteurs sur les menaces, d'être proche des populations, d'avoir une démarche de proximité en vue d'éviter l'explosion de la violence, le déclenchement de la violence. Tout est violence dans une certaine mesure. La religion veut dire réunir. Alors, lorsque tu es capable de décapiter quelqu'un parce qu'il n'est pas de ta religion, tu es dans la violence, tout court. Tu n'es pas dans la religion. Lorsqu'en janvier 2015, nous nous sommes retrouvés à Niamey, par manque d'explication, les populations, différentes communautés religieuses, différentes formes de croyances, se sont affrontées parce qu'il y a eu une attaque terroriste à Paris. Et ce manque d'explication aussi doit être intégré dans nos démarches. Ce que j'appelle l'action humanitaire préventive, l'action humanitaire de témoignage et de proximité. Il y a d'autres exemples, comme le 28 septembre 2009 à Conakry, au stade du 28 septembre, où l'armée a purement et simplement tiré sur une foule. Et le soir, les militaires ont pris les corps des victimes, les ont cachés quelque part, et finalement sans témoin. L'action humanitaire doit nous permettre d'interpeller ces institutions-là. Lorsque nous parlons d'action humanitaire, dans le contexte africain aujourd'hui, on parle de solidarité. Et en cela, il n'y a pas de frontières. Et c'est ce qui grandit l'UMACOP et les organisateurs d'une telle rencontre. L'action humanitaire est transversale. L'action humanitaire est inclusive. L'action humanitaire est tout simplement humaine, sans aucune distinction. Et cela fait notre responsabilité face aux provocations extérieures. Nous pouvons dire ce que les partis politiques ne peuvent pas dire. Nous pouvons dire ce que les États, les gouvernements, les acteurs formels, les acteurs étatiques ne peuvent pas dire. Nous devons avoir l'audace de poser des dispositifs d'observation et d'interpellation. Et je vous parlais des sociétés africaines habitées par une superposition de conflits. Il faut faire la différence entre le conflit et la crise. Un amalgame peut nous amener à un mauvais équilibre, à un mauvais résultat. La crise est le stade suprême du conflit.
C'est le conflit aigu qu'on appelle crise. Lorsqu'un malade, lorsqu'un patient est à l'hôpital, on dit il a fait sa crise à 4 h du matin. À partir de ce moment-là, tous les médecins accourent vers lui et c'est cela la crise. Donc nous sommes obligés de faire la différence entre les conflits et les crises. Nous sommes obligés de constater que l'homo sapiens, c'est-à-dire que l'être humain à son stade actuel, est dans une large mesure habité par un instinct de violence et nous sommes volontaires de paix, acteurs humanitaires, des héros et responsables par rapport à cette situation. La fragilité de nos sociétés, des sociétés africaines, est due aussi et surtout à la superposition des cultures. Vous avez affaire à une société qui a 70% d'analphabètes. L'Afrique de l'Ouest a 330 millions d'habitants, 200 millions d'anglophones et 130 millions de francophones. Et ces pays ont besoin, en ce qui concerne l'action humanitaire, de mettre en place, ça, ce sont mes recommandations, d'une observation transfrontalière et transnationale. C'est-à-dire qu'on n'observe pas au cas par cas les situations de conflit, de conflictualité en Afrique par pays, mais par région. Et que l'on puisse interpeller les organisations sous-régionales, au nom de l'humanitaire, que l'on puisse interpeller les acteurs étatiques aussi. Naturellement, il en résulte une série de circonstances qui, fondamentalement, nous permettent de considérer que c'est le soubassement de la société africaine qui maintient l'État africain. Le dessus de l'État africain, les 30% qui savent lire et écrire, sont les interlocuteurs des ONG. Cela veut dire que les ONG n'ont pas encore touché à la société africaine réelle. Il faut aller vers cette société africaine réelle. Les 70% qui ne savent ni lire ni écrire, c'est cela la majorité. Quand on parle de démocratie, on parle de majorité aussi. Quand on parle d'aide au développement ou d'action humanitaire, on parle de majorité aussi. Ce sont ces pistes de réflexion, mesdames et messieurs, que j'ai voulu vous soumettre en attendant vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup donc, pour cette expérience, mais aussi pour les constats qui en découlent et finalement ces recommandations pratiques que nous notons aussi. On va maintenant passer à un autre terrain, celui du Yémen, avec Marine Poirier, spécialiste de ce pays, doctorante à Sciences Po Aix. Vous êtes en train de compléter votre thèse sur les ajustements du système autoritaire yéménite. Vous avez aussi vécu 4 ans au Yémen, de 2007 à 2011, et finalement vous avez co-dirigé un ouvrage publié chez Karthala en 2012 et intitulé Yémen, le tournant révolutionnaire. Je vous laisse la parole en attendant la carte. Je vous remercie. C'est une carte. Donc, qui. Ah non. Comme ça, et puis je la bouger au cours de l'exposé. C'est une carte qui a été faite en juin, donc bon, elle n'est pas tout à fait à jour, mais au moins ça vous aidera peut-être à situer les régions dont je parle. Voilà. Alors, le Yémen, on en parle un petit peu plus en ce moment, mais on en parle relativement peu. Le Yémen connaît une guerre depuis 7 mois, au moins. Depuis 7 mois, on a plus de 5000 morts, 26 000 blessés, dont 86% de civils. Plus de 2 millions de personnes déplacées sur 26 millions d'habitants, et je pense que ce sont les chiffres officiels, mais c'est assez sous-estimé, et 21 millions de personnes, donc 80% de la population, qui se trouvent en situation d'urgence humanitaire, avec des pénuries très importantes de pétrole, de gaz, d'eau, d'électricité. Par exemple, la capitale Sanaa est dépourvue d'électricité depuis plus de 2 mois. Hein. Pas une minute d'électricité depuis 2 mois. Évidemment, des pénuries aussi, donc du matériel médical, les hôpitaux qui ferment et qui sont
touchés par cette crise. Le pays subit depuis 7 mois, un triple blocus imposé par l'Arabie Saoudite, qui mène donc une coalition militaire qui intervient au Yémen depuis le mois de mars 2015. Un blocus maritime, un blocus aérien et un blocus terrestre. Dans ces conditions, les aides humanitaires qui réussissent à entrer dans le pays sont très, très limitées, elles sont en grande partie confisquées, et on a très peu d'organisations internationales qui réussissent à mener des actions sur le terrain. Et donc les actions de ces organisations sont très difficiles. Il y a 10 jours, un hôpital de MSF a été bombardé. Le CICR a dû fermer ses bureaux à Aden suite à une attaque de ses bureaux et la mort de nombreux de ses collaborateurs. Donc le Yémen est en guerre. Pour décrire ce conflit, souvent on met en avant des grilles de lecture simplificatrices qui sont autant de raccourcis, d'erreurs aussi. Le Yémen serait le terrain d'affrontement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et finalement, on réduit ce conflit à un conflit confessionnel qui opposerait chiites, sunnites. Donc, ces récits, ces discours sont des discours de mobilisation qui fonctionnent en fait comme des prophéties autoréalisatrices et provoquent aujourd'hui de nombreuses fractures au sein de la société yéménite et défont le tissu social yéménite où donc ces tensions confessionnelles n'existaient pas avant. Donc le Yémen, pour rappel, la population, 30% est nominalement zaïdite, donc qui est une branche du chiisme, mais éloignée du chiisme duodécimain qui prédomine en Iran, qui est plus proche finalement du sunnisme, et les 70% de la population, du reste de la population, sont donc sunnites chafiites. Alors, la situation au Yémen est extrêmement complexe. On a une multiplicité d'acteurs et de fronts, d'enjeux. Je vais essayer de résumer très, très rapidement, sûrement en caricaturant un petit peu. Donc, en gros, dans le contexte de la transition post-2011, post-soulèvement, révolution au Yémen, et donc le départ du président Ali Abdallah Saleh, qui est resté 33 ans au pouvoir, un mouvement d'opposition qui est un mouvement basé sur le renouveau de l'identité zaïdite, qui est une identité qui a été très fortement marginalisée par le régime d'Ali Abdallah Saleh. Donc ce mouvement aussi, du nom de son fondateur, qui s'appelle aussi Ansar Allah, les partisans de Dieu, donc c'est à développer sa présence et dans un contexte de transition très lente, avec des réformes compliquées, les houthistes vont avancer et étendre leur influence et contrôler de plus en plus le territoire. Et donc, en fait, ils vont être appuyés ils vont bénéficier du soutien de l'ancien président, qui les avait pourtant combattus pendant 6 ans de guerre, entre 2004 et 2010, mais qui, écarté du pouvoir, cherche en tout cas à embêter le nouveau président de transition, qui était son vice-président, et à faire dérailler le processus de transition. Donc, cette conquête progressive du pays va amener donc, le gouvernement à se replier, le gouvernement donc, de Hadi, du président de transition, à se replier à Aden, au sud, puis finalement à s'exiler à Riyad, d'où il opère depuis 7 mois. Et donc, le président appelle à l'intervention internationale, notamment du Conseil de coopération du Golfe, et à partir du 26 mars 2015, donc l'Arabie Saoudite, soutenue par notamment la Jordanie, l'Égypte, très fortement les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Koweït, donc vont lancer une intervention militaire dont l'objectif est de restaurer la légitimité constitutionnelle, restaurer le gouvernement qui donc a dû fuir et s'exiler en Arabie Saoudite.
Et donc on a une double guerre en fait subie sur le terrain. La guerre déjà menée par les milices ou le camp pro-Houthi, particulièrement violente à Aden jusqu'en juillet, et la reprise de la ville par les forces de la coalition, et aujourd'hui particulièrement destructrice dans la ville de Taïz, au centre du pays. Et une deuxième guerre qui est la guerre menée donc, par la coalition militaire, et donc des raids aériens, des bombardements qui font énormément de victimes civiles, qui détruisent les installations, les infrastructures du pays, de son industrie, les routes, mais aussi son exceptionnelle richesse patrimoniale, architecturale et archéologique. Et des frappes qui sont concentrées, comme vous le voyez, donc dans les régions plutôt nord, notamment dans la région de Saada, mais aussi de Sanaa. Et donc on a deux camps très éclatés, et qui ne peuvent évidemment pas se réduire à une opposition sunnite-chiite, et notamment le camp souvent qu'on appelle le camp pro-Hadi, pro-gouvernement de transition, qui est plutôt un camp anti-houtiste, et qui regroupe donc des forces extrêmement hétérogènes de résistance populaire, locale, construites souvent sur des alliances tribales, et qui rassemble énormément de jeunes qui ont pris des armes, aussi des mouvements qui historiquement s'étaient construits comme des mouvements pacifiques, comme le mouvement sudiste, séparatiste, dans les régions du sud, et notamment dans la région d'Aden, qui ont pris les armes pour se défendre. Une dimension, je dirais d'abord proprement politique et non confessionnelle du conflit, qui réactualise des rivalités politiques anciennes, des clivages historiques, des fractures aussi géographiques, la fracture nord-sud, le Yémen a été récemment unifié en 1990, et avec une aussi très forte plasticité des alliances et réversibilité aussi de ces alliances. Plutôt une fragmentation des fronts qu'une polarisation entre deux camps pro ou anti. Alors, ce que je voulais un petit peu présenter, c'est les limites des réponses apportées jusqu'à présent à cette crise politique qui est devenue un conflit armé, puis qui produit aujourd'hui une crise sanitaire et humanitaire sans précédent. On a donc un effort de négociation qui est mené par les Nations Unies, et notamment par un envoyé spécial, autour d'une résolution onusienne, la résolution 2216. Et le problème de cette approche, c'est une approche, un dialogue qui a lieu, en fait, un dialogue vraiment... c'est une approche par le haut, élitiste, avec donc des acteurs politiques yéménites, mais qui ne sont plus sur le terrain depuis des mois. Et puis, ce dialogue, il est basé sur l'idée que l'accord de transition de 2011, qui avait été négocié par le Conseil de coopération du Golfe, que cet accord est légitime. Et donc, il n'y a pas du tout de remise en cause, en fait, de la manière d'appréhender une possible transition yéménite qui ne se baserait pas notamment sur les grands partis traditionnels. La résolution 2216, un grand problème, c'est qu'elle elle oublie un petit peu le rôle de la coalition militaire, et elle se focalise en fait sur un nécessaire retrait des milices russistes des villes, mais donc dans tous les cas, l'Arabie Saoudite, disons la coalition menée par l'Arabie Saoudite, n'est pas tenue responsable de l'emballement du conflit, de l'aggravation de la crise, et n'est pas tenue responsable du tout des crimes de guerre, notamment récemment le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a finalement laissé tomber un projet qui était de mener une enquête, de créer un comité d'enquête indépendant, autonome, mais plutôt donc de créer un comité qui est sous la supervision du gouvernement de Hadi, qui est
qui est donc basé à Riyad et qui évidemment ne mettra pas le nez dans les crimes de guerre saoudiens. Je dis saoudien, c'est une commodité. Donc on est dans une situation où en fait il y a vraiment un grand décalage entre l'approche par le dialogue, etc., à Genève, défendue par les Nations Unies, et le maximalisme des acteurs, le jusqu'au-boutisme des acteurs sur le terrain, et qui ne sont pas du tout engagés dans une désescalade. Et qui semblent vraiment avoir envie de gagner sur le terrain. Ils ont l'air persuadés de leur capacité à vaincre leur adversaire. Et dans ce contexte-là, il y a une autre question très importante qui se pose, il me semble, c'est le problème de l'envoi de troupes étrangères. Donc, par exemple, à Aden, aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de soldats émiratis, soudanais, et en fait, et puis donc sur le front de Mal, à l'est de Sanaa, aussi on a un déploiement de dizaines de milliers de soldats de la coalition. Ça pose un problème. Ça crée en fait, cette présence étrangère crée les conditions d'un conflit prolongé. Et donc, évidemment, les possibilités de sortie de crise semblent très réduites et en tout cas ne doivent pas passer par ça. Donc, une recommandation, une nécessité aujourd'hui, c'est d'inclure les acteurs, un spectre en tout cas plus large d'acteurs dans les négociations, ou en tout cas dans la post-guerre. Il faut déjà se projeter en essayant d'intégrer ces acteurs locaux qui aujourd'hui s'organisent en mode autogestion, qui défendent leur ville, leur village, etc. Et ils peuvent, notamment dans le sud, il semble important de donner à ces acteurs-là les moyens d'assurer eux-mêmes leur sécurité et de reconstruire les services sociaux, la ville, de reconstruire aussi ce tissu social qui a été très affecté par la guerre. Et évidemment, c'est avec ces acteurs-là les limites et non pas avec des troupes étrangères. Il me semble qu'on peut s'acheminer vers une sortie de crise. Aujourd'hui, avant-hier, un cyclone tropical a touché, en plus de cette crise, le Yémen est touché donc, par un cyclone qui offre finalement une opportunité inédite pour forcer, ou en tout cas ça serait une opportunité pour les acteurs internationaux de coopérer afin d'acheminer l'aide. Les populations, elles se trouvent déjà isolées depuis plusieurs mois. Donc les régions touchées sont plutôt le Hadramaut à l'est et puis Chabwa, donc autour de la ville de Bertak. On a des milliers, ce sont des zones plutôt arides, où on a eu en 48 heures presque cette année de pluie. Donc ce genre de cette catastrophe naturelle, elle pose, elle va évidemment accélérer cette crise et il me semble que c'est l'occasion pour les acteurs du développement et les acteurs qui agissent de manière urgente pour proposer de l'aide humanitaire, de pousser la communauté internationale et de pousser notamment la coalition menée par l'Arabie Saoudite à s'engager pour un cessez-le-feu et ouvrir les frontières, arrêter le triple blocus qui étouffe le Yémen depuis 7 mois. Merci beaucoup, Marine, pour cette présentation sur la crise du Yémen, qui ne nous laisse pas très optimiste, mais tout de même une recommandation assez intéressante, celle d'inclure davantage les acteurs locaux dans la réponse à cette crise. Ce qui nous amène à notre grand témoin, Michel Joly, ancien médecin des armées, membre de la Société francophone de psychanalyse, actuellement secrétaire général de la Fondation France Liberté Daniel Mitterrand, mais aussi administrateur chargé de l'international au sein de la Fédération Léo Lagrange.
de nombreuses expériences de crise à votre actif, Liban, Pérou, Palestine, Kurdistan irakien, ce qui vous permettra donc, je n'en doute pas, de nous offrir une synthèse de ce qui a été un petit peu dit ici à la lumière de vos expériences et éventuellement aussi des recommandations additionnelles qui pourront ensuite nourrir notre discussion. Merci. Je trouve qu'on est bien sérieux. On rigole pas beaucoup. On a énuméré un certain nombre de mon passif. Je vais vous parler un peu de mon actif aussi. Moi, maintenant, je souligne le fait que je suis le père de 2 garçons, Frédéric et Stéphane, qui sont l'un et l'autre très engagés, beaucoup plus que moi, en dépit de cette bonne carrière, dans l'action humanitaire. Frédéric, l'aîné, est porte-parole du CNCR, et Stéphane est formateur à Bioforce. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent ou en ont entendu parler. Autrefois, quand on les rencontrait, on disait « Ah, vous êtes les fils de Michel Joly ». Et aujourd'hui, quand on me rencontre, on dit « Ah, vous êtes le père de Frédéric et Stéphane ». Le choc, ça fout à tout Dieu. Bien particulièrement, j'en ai fait plein la figure. Voilà. Donc, ça prouve aussi que l'humanitaire, ça peut se transmettre dans les familles. Quand on m'a proposé d'être le grand témoin de cette table ronde, et que j'ai vu faiblesse, responsabilité, dans quoi on s'embarque, ça me paraît bien compliqué. Donc, je me disais, on en a parlé hier soir, que j'aurais été plus à mon aise sur le groupe transition humanitaire. En réalité, la transition humanitaire, elle se fait parce qu'il y a des faiblesses aujourd'hui et parce qu'il faut prendre nos responsabilités. Donc les deux sujets, finalement, se renforcent mutuellement et j'espère que dans les comptes rendus, on en tiendra compte. Pour ce que j'ai entendu ce matin, je trouve qu'on est allé déjà très loin sur le sujet. Tout d'abord, le site nous a fait pratiquement le travail du grand témoin. Je me suis retrouvé entièrement dans tout ce que vous m'avez dit sur la caractérisation des crises, leur évolution, les responsabilités qu'il faut prendre. J'ai beaucoup aimé la fin de votre intervention là-dessus, notamment sur le passage sur l'éthique. Le fait qu'il ne faut rien lâcher sur un certain nombre de choses, c'est très important. J'ai entendu aussi avec intérêt ce que nous a dit notre ami de Guinée. Juste une petite réserve sur l'instinct de violence. Il ne faut quand même pas en faire trop là-dessus. L'homme, évidemment, est soumis à un certain nombre d'instincts, comme toutes les espèces animales, mais il a la capacité de les maîtriser. Et puis, en plus, parmi nos instincts, nous avons aussi ce qui caractérise quand même l'espèce humaine, l'instinct de protéger les faibles. C'est même quelque chose qui a été sélectionné par la nature, et ce qui a fait que l'espèce humaine est devenue forte et a pu devenir dominante, parce qu'elle était capable de protéger les faibles et qu'elle était obligée de ce fait de s'organiser en communauté. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui, évidemment, amène un contrepoids, je dirais, à l'instinct de violence qui existe aussi, bien sûr. Et on est toujours partagé entre ces deux instincts, l'instinct de violence et l'instinct de protection des faibles. Et c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui cette fameuse transition humanitaire. Autrefois, on disait, on fait de l'action humanitaire. Maintenant, on va traiter des crises humanitaires. Et là, c'était très important ce que vous avez dit l'un et l'autre à propos de la globalité aujourd'hui de l'action humanitaire. Avant, on voyait bien que c'était des engagements liés à des savoir-faire professionnels additionnés à un désir d'engagement. On allait faire de la médecine, on allait faire des soins, on allait faire du développement, on allait mettre en œuvre des compétences professionnelles dans un contexte particulier qui était relativement simple. Autrefois, avant la chute du mur de Berlin, lorsque le monde était dans cet équilibre instable, mais équilibre quand même de la guerre froide, les choses étaient finalement beaucoup plus simples. Nous n'avions pas à nous mêler de valeurs, et j'en reparlerai tout à l'heure, de tout ce qui aujourd'hui divise le monde. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation qui est beaucoup plus complexe, et je crois que c'est ce qui caractérise aussi cette transition. Mais avant d'aller plus loin et de revenir sur les conclusions
de cette table ronde, je voudrais vous faire deux petits récits. Le premier concerne l'organisation de l'urgence médicale. C'est quelque chose dont on ne parle plus. On en a parlé un peu au début, dans les années 70, mais il faut rappeler qu'en France, l'urgence médicale a été structurée du temps de Napoléon par le baron Larrey. Alors là, c'est l'ancien médecin des armées qui vous parle, qui considérait qu'il fallait porter les secours aux victimes sur le champ de bataille le plus en amont possible, et qu'il fallait que ce soit le médecin qui se déplace pour aller vers la victime, d'où les ambulances volantes dont on parlait beaucoup à Austerlitz. Et puis ce principe du déplacement du médecin vers la victime, hein, ce qu'on a appelé la médicalisation de l'avant, s'est poursuivi dans plusieurs situations. D'abord pendant les deux guerres mondiales, mais surtout pendant l'époque coloniale, où on a même mis ce principe au service de la lutte contre les grandes endémies. Rappelez-vous Eugène Jameau qui a éradiqué du sommeil, tout un automiase, par des équipes mobiles qui allaient de village en village, au Cameroun notamment. Rappelez-vous Léon Lapessoni, qui a éradiqué en grande partie la méningite cérébro-spinale dans les pays sud-sahéliens, de la même manière, par des équipes mobiles. C'était toujours la médecine qui allait au-devant de la victime. On a connu, je dirais, le résultat ultime de ce principe, ça a été les SAMU en France, la médicalisation des secours d'urgence. Hein, et c'est le travail du professeur Huguenard, du professeur Larcan à Toulouse, etc. Et maintenant, tous les départements sont dotés d'un SAMU qui permet là aussi de mettre le médecin le plus en amont possible, de donner les premiers secours aux victimes sur place, de les préparer au transport et de revenir tranquillement à l'hôpital. En fait, c'est le médecin et l'hôpital qui se déplacent au-devant de la victime. Eh bien, lorsque nos camarades anciens pour vous, moins pour moi, qui ont démarré l'aventure du sans-frontiérisme ou de la médecine mondiale, les associations initiales, eh bien, lorsqu'ils ont créé, ils ont utilisé exactement le même principe. C'est-à-dire qu'on a envoyé sur le terrain le plus de moyens possible et le plus de savoir-faire possible. Et là encore, on a retrouvé Jameau, on a retrouvé tous les grands précurseurs de cette médecine de la main. Et on pouvait donc dire que le point de rencontre entre la souffrance et l'intervention humanitaire se faisait toujours sur le terrain, à distance. Or, aujourd'hui, à quoi assistons-nous? On assiste au déplacement de ce point de rencontre. À savoir qu'aujourd'hui, c'est la souffrance qui vient chez nous à travers le phénomène migratoire. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel quant à l'avenir de l'action humanitaire. Il faut prendre en considération aujourd'hui que l'action humanitaire, ce n'est pas seulement le médecin qui va, ou les infirmières, ou toutes les professions concernées, au-devant de la victime, mais c'est les victimes qui viennent maintenant chez nous pour se faire accueillir. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'irréversible, dont il va falloir tenir compte absolument. C'était ma première constatation un peu personnelle. S'agissant toujours de ce point de rencontre, il faut dire aussi qu'il va initier des méthodes d'intervention différentes, notamment des interventions qui seront dominées par la préoccupation psychosociale. Nous allons avoir affaire à des gens qui présentent des souffrances qui sont beaucoup plus liées au départ à la séparation, à l'isolement, à la perte d'un statut social, à la vie dans un environnement étranger, pas toujours accueillant. Et il nous faut mettre en œuvre des moyens de structuration sociale au profit de ces personnes déplacées. Ce qui implique aussi une remise en cause, et là je vais essayer de mesurer mes propos, de ce que nous appelons nos valeurs. Il est évident qu'à l'époque de la guerre froide, à l'époque néocoloniale,
il y avait une sorte de consensus finalement sur les valeurs qui nous animaient. Elle était même partagée, ce consensus, par les victimes, à savoir de neutralité, d'abstention, adapter nos techniques aux différentes populations auxquelles on s'adressait. On disait, on travaille de la même façon que tout le monde, c'est ça l'humanisme. Bon, tout ça, c'était parfait, c'était accepté par tout le monde, personne ne discutait. Aujourd'hui, on a affaire maintenant à des rapports de force très importants liés à l'émergence des principes identitaires et religieux. Et on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Ce qui est important, c'est de reconnaître ces différences, mais surtout de faire en sorte que ces différences ne se traduisent jamais par des rapports de domination à dominer. Ça, c'est extrêmement utile, important, et c'est le seul gage de paix. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître les différences qu'il y a entre les personnes. Elles existent. Elles existent au niveau de leurs croyances, elles existent au niveau de leur vécu, elles existent au niveau de leur organisation sociale. Mais en même temps, il faut veiller à ce que ces différences ne se traduisent pas par des hiérarchies et qu'aucune population ne puisse, au nom de ses spécificités, dominer les autres populations. Ce nous renvoie à un principe très simple qui avait déjà été largement défini par Lévi-Strauss, à savoir que toutes les cultures se valent. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de culture qui en domine d'autres. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on intègre dans nos réflexions. Plus généralement, je voudrais vous raconter une deuxième histoire. Après les années 80, début des années 90, ça a été un peu le début de la mise en cause de l'humanitaire, et c'était à l'occasion de l'affaire de Grozny en Tchétchénie, où le CICR avait mis en place une mission dont chaque membre a été abattu d'une balle dans la tête pendant la nuit. Et c'est la première fois qu'on s'en prenait d'une manière aussi violente et radicale à une opération humanitaire. Ça a été le début d'une remise en cause de la protection par nos emblèmes. On en a tiré quelques leçons, et j'avais organisé en 1995, dans mon petit village du Mazazine, en Ariège, une rencontre entre tous les psychiatres qui tournaient autour de la mission humanitaire. Qui se disaient, on pourrait faire quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Et ce colloque nous a permis d'arriver à la conclusion que les intervenants de l'action humanitaire, quels qu'ils soient, quelle que soit leur profession, leur spécialité, leur professionnalisme, étaient tous exposés au risque du traumatisme psychique et de ses conséquences. Et qu'il fallait donc faire en sorte de protéger nos intervenants de ce risque. C'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir, et beaucoup de psychiatres se sont intéressés à l'action humanitaire, au moins pour ce qui concerne les intervenants humanitaires. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut à nouveau recourir, tournant autour de la psychologie, pour s'occuper aussi des victimes auxquelles on s'adresse. Jusqu'à maintenant, cette dimension-là, cette dimension sociale dont vous parliez tout à l'heure, on l'a toujours un peu négligée parce que ce n'était pas l'urgence humanitaire. Et on le voit bien aujourd'hui dans un certain nombre de camps, notamment au Kurdistan, où je me suis rendu cette année plusieurs fois, que ce qui compte le plus, parce que les problèmes basiques sont résolus, l'hébergement, l'alimentation, la sécurité, tout ça, ça fonctionne avec les institutions internationales, il n'y a pas de problème, ça marche. Mais ce qui manque encore, c'est la structuration sociale, et c'est quelque chose qu'on peut résumer qu'à un seul mot, c'est le travail sur la résilience. Il faut qu'on soit tous aujourd'hui capables, et ça complète les propos qui ont été dits à la table ronde, il faut qu'on soit tous capables aujourd'hui d'assurer les conditions d'une résilience psychologique de toutes les victimes auxquelles on a affaire, notamment dans le sujet des réfugiés et des migrants. Ça, c'est très important, et c'est là-dessus que je conclurai en vous disant que des institutions comme Humacoop, des institutions comme Bioforce, ce sont des institutions qui doivent aujourd'hui aborder ce sujet.
Et si j'en parle, c'est aussi parce que je suis invité aujourd'hui en tant qu'administrateur de la Fédération Léo Lagrange. Parce que je crois que l'éducation populaire a son rôle à jouer dans ce processus. Et il me semble qu'on devrait pouvoir aujourd'hui décider d'avoir une rencontre entre les humanitaires, l'éducation populaire, les éducateurs, de manière à réfléchir à ce que serait l'avenir de l'action humanitaire avec la création d'un nouveau métier, d'un nouveau type d'intervenant, qui serait l'intervenant de la résilience. Voilà, ce sera ma conclusion. Merci beaucoup pour cette conclusion et ces recommandations additionnelles. On nous a accordé quelques minutes de plus pour la période de questions et réponses. Donc on va prendre quelques interventions de la salle. Questions, recommandations, commentaires. Oui. Voilà, allez-y. Premièrement, je dois dire ce qu'Amel nous a dit sur les questions de crise. C'est une présentation excellente, je dois dire, en particulier en ce qui concerne la transition de l'urgence au développement. Normalement, on parle de ça de façon normative. Oui, mais tout le monde est d'accord qu'il y a cette transition, etc. Les problèmes qui sont reliés avec, très souvent, on les ignore complètement. Une question à monsieur, excusez-moi, de monsieur Condé. J'aimerais savoir, est-ce que vous croyez que c'est le rôle d'une organisation humanitaire d'urgence de travailler dans la prévention de crise, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt une question à traiter par des mouvements de la paix, etc. Parce que du moment où vous forcez les organisations d'urgence de s'occuper de ça, ça veut dire qu'en pratique, quand il y a des urgences, ils n'ont plus les capacités ou moins de capacités. Voilà, merci. Bonjour, merci beaucoup. Moi j'avais une question pour Amel. Je voulais savoir, comme vous nous avez parlé, enfin vous avez vous-même posé la question, doit-on être partout ou recentrer sur son mandat et son expertise? Et la présentation donne l'impression que le CIF fait beaucoup de choses, en tout cas des interventions plutôt urgentistes, des programmes de développement, la transition, dans les pays sur place, en Europe, enfin, ce dont vous avez parlé. Donc, comment vous faites puisqu'on ne peut pas être partout, comment vous sélectionnez, par quoi vous commencez, comment vous faites votre triage? Pardon. Ok, bonjour. En fait, moi, en écoutant les interventions, il y a une fragilité. Okay. Bonjour. Il y a une fragilité qu'on n'a pas forcément évoquée et qui me semble assez réelle. C'est en fait aujourd'hui la question de l'accès humanitaire dans le cadre de conflits qui, parmi les parties prenantes, impliquent finalement des puissances internationales qui ne donnent pas la même importance aux faits humanitaires et à l'assistance aux populations, et où du coup la marge de négociation et de discussion sur cet accès humanitaire est extrêmement minime. Si je prends l'exemple du Yémen, je pense qu'on est... Alors, c'est un cas que je ne connais pas bien, mais quand je vois la réalité d'intervention, les ONG sont face à des contraintes logistiques, sécuritaires énormes, dont on pourrait discuter avec l'Arabie Saoudite, mais je ne suis pas certaine qu'il y ait forcément une possibilité de discussion sur ces choses-là qui permettent plus d'accès. Si je prends l'exemple de l'Ukraine aujourd'hui, les forces séparatistes n'offrent pas un accès humanitaire, on va dire, acceptable au vu des principes. Et aujourd'hui, je me demande dans quelle mesure, là, on est face à une fragilité qui est importante, qui est un vrai mur devant lequel les humanitaires se trouvent, et où même des forces diplomatiques ou politiques n'ont finalement que peu de marge de manœuvre et de discussion. C'est-à-dire que même si on va au niveau des représentants des gouvernements, etc., les échanges, la capacité de négociation est, je pense, plus faible dans certains conflits.
Voilà, donc mes questions sont un peu, est-ce que c'est une fragilité effectivement que vous identifieriez aussi, et est-ce qu'elle est nouvelle, ou est-ce qu'on est effectivement peut-être dans une période où les principes humanitaires qui ont été développés à une certaine époque, aujourd'hui ne sont pas reconnus par des puissances qui sont devenues bien plus importantes dans le jeu international, et qui de fait laissent une place bien plus faible à ce fait humanitaire. Voilà. D'accord, donc on va prendre une autre question, une question devant. Voilà, monsieur, puis Joseph. Ensuite, on va répondre. Bonjour. Bernard Parent, AMD. Je voudrais d'abord remercier sur la qualité de l'intervention de ce matin. C'est d'une clarté qui nous aide beaucoup à simplifier nos connaissances et à avancer dans nos chemins. J'ai été frappé par la recommandation sur l'éthique qu'a fait Amal, qui suppose qu'il y a un consensus sur les principes ou les valeurs d'éducation de l'activité humanitaire. Et je pense que la façon de les expliciter manque, fait défaut, et permet des interprétations qui conduisent à affirmer comme valeur des choses qui n'ont rien à voir. La neutralité n'est pas en soi une valeur, puisqu'elle est une cause aussi de désordre, elle est le refus d'un engagement. Je pense qu'il y a un travail d'approfondissement de ce que sont véritablement les valeurs fondamentales, qui ne sont pas si nombreuses et pas si opposées que ça entre les différents camps, mais qui sont toujours présentées de façon travestie à l'occasion d'événements et récupérées dans des intentions qui ne sont pas claires, qui sont plutôt d'agitation, d'exploitation des conflits. Le travail éducatif qu'a cité Michel Joly, dont je suis convaincu de l'urgence, parce qu'il s'adresse à la jeunesse, il permet de former un jugement équilibré. Ce travail éducatif, il suppose aussi un effort de mise au clair de ce qui est le noyau de nos raisons d'agir et de dépouillement de ce qui est la traduction d'un esprit de classe, de domination, de civilisation. Il y a là-dessous des valeurs qui sont beaucoup plus partageables, que nous retrouvons dans nos rencontres lorsque nous avons Lorraine chez nous, et qui nous font mesurer moins de diversité et plus de communauté possible ou de partage. Et le travail de l'explication de ces valeurs est nécessaire à toute action éducative. Et aujourd'hui, c'est ça le véritable chemin de notre développement dans nos propres pays, de nos préparations à l'accueil, ou du développement dans les pays qui sont sources d'immigration. Car si Michel Joly a dit que la démarche des victimes vers les sources de soins que constituent les pays développés est irréversible, elle est peut-être irréversible, mais elle est prévenable. Car seul le développement peut garder à ces gens une raison de rester chez eux. Nous sommes tous témoins du fait qu'ils ne se mettent pas volontiers en route et qu'ils ne viennent pas ici pour des privilèges, mais simplement pour une survie. Merci. Je voulais intervenir parce que j'ai eu quand même un constat qui m'a un peu suscité à parler. C'est auprès de Madame Marine Poirier, sur la présence des forces sénégalaises au Yémen. Et je dois vous dire que c'est une question qui a été débattue au Sénégal, au soulèvement tout à de la société civile, un débat houleux qui a été traité même à l'Assemblée nationale. Et c'était pour éclairer l'opinion si le Sénégal était engagé dans la coalition aux forces combattantes ou dans le cadre de la coopération interne avec l'Arabie Saoudite. Je l'ai dit parce que quand même dans mon passé, je suis un ancien des forces d'intervention qui a fait le Sinaï, le Liban et la présence des forces sénégalaises en Gambie. Donc j'ai dans ma carrière militaire des expériences qui faisaient que nous les anciens, nous sommes levés pour dire que le Sénégal se précise dans sa participation. Ils vont dans une coalition pour combattre où c'est l'Arabie Saoudite dans sa coopération militaire. Et il faudrait qu'on nous démontre aujourd'hui, sur le plan diplomatique, le contenu de cette coopération qui faisait que les Sénégalais devaient être en Arabie Saoudite. Et sur la carte, j'ai vu donc c'est sur le graphique des participants, les Sénégalais. Mais je dois vous assurer que le contingent sénégalais, comme on l'a compris actuellement, il est basé en Arabie Saoudite et pas dans les forces combattantes. C'est ce que je voulais souligner, tout en disant que sur la question des alertes précoces, je voudrais rejoindre le docteur. Et les organisations humanitaires ont un rôle de veille, d'alerte, parce que dans l'accessibilité des informations, ils n'ont pas une hiérarchie à suivre, ils le donnent cru. Et ce qui permet aux gens de l'exploiter dans sa valeur pour intervenir. Alors une personnalité comme le docteur Kani ne pouvait pas ne pas être écouté, parce qu'il a joué un rôle
que les Africains témoignent dans des circonstances plus particulières dangereuses. Donc s'il est là à proximité d'une circonstance et qu'il alerte les autorités, le devoir c'était de répondre. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous faut avoir une autre alternative en Afrique, du rôle des organisations humanitaires. Et aujourd'hui, de décrypter un peu l'angle dans lequel sont jugés les ONG alors qu'ils ne sont pas dans cet angle. Ils ont beaucoup plus d'utilité parfois à faire comprendre à la société ce qui est aujourd'hui de leur avenir, que même de leur gouvernement qui aujourd'hui s'attelle à un béni à aller dans la colonne des oui sans savoir le pourquoi, à nous exposer. C'est tout ce qui est aujourd'hui aléatoire dans ce monde. Je vous remercie. Tu veux pas? Non, c'est bon. Alors, on va répondre à ces différentes questions en commençant par vous, si vous voulez bien. Oui, oui, je crois que mon collègue Mathieu a déjà abordé la question. Je partage le souci de notre collègue qui pose la question de la prévention de l'action humanitaire. Je dirais tout simplement que s'il n'y a pas de prévention, il n'y a pas de prévision. S'il n'y a pas de prévision, il n'y a pas d'efficacité. Et cette démarche empirique est due à la mission de African Project Group. Et je donne toujours des exemples très concrets. Le 21 octobre 2014, lorsque le Burkina Faso, le Conseil des ministres, a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale pour lever la clause de limitation du mandat du président de la République, immédiatement, African Project Group était à Ouaga ce jour-là. Et l'enchaînement des événements nous a porté à croire qu'il y a une absence de témoignage. Donc, entre le 21 octobre et le 30 octobre, le jour du départ de Blaise Compaoré, il n'y avait pas plus de communauté internationale. Il n'y avait pas de témoignage. Mais l'humanitaire peut accéder. L'humanitaire peut intervenir, même dans ces situations-là. Les premières missions de la communauté internationale sont arrivées à Ouagadougou le 5 novembre. On avait déjà 36 morts. Mais d'ici là, qui est-ce qui pouvait prendre la parole? Qui pouvait approcher les Moronaba, les organisations coutumières, les organisations religieuses, les associations et les ONG? Moi, je pense que l'action humanitaire a cette capacité à impliquer les autres ONG, toutes les autres familles d'acteurs, non seulement dans l'observation, dans le témoignage, mais aussi dans l'interpellation. Nous observons la société africaine. À ce jour, nous sommes à 9,5 millions de victimes de 1960 à nos jours. Ce qui nous a amenés à questionner la société. C'est pourquoi je parle d'instinct de violence. Et c'est ce que le grand témoin appelle les souffrances. C'est-à-dire que l'origine des souffrances, c'est la violence. Et nous, tous qui sommes là, nous nous inscrivons dans la non-violence. Et les sociétés africaines, j'ai dit et je le répète, se targuent du fait que le soubassement de la société n'est pas dans la souffrance, certainement dans la peine et dans les pénuries, mais la joie de vivre existe encore en bas, ce qui nous permet de soutenir encore malgré tout les développements de violence, de frustration et autres. Donc, encore une fois, le sentiment d'apaisement, d'observation et d'intervention de l'action humanitaire est recommandé. Je vous remercie. Oui, je voulais rebondir sur la remarque très intéressante qui a été faite au fond sur la fragilité et les difficultés d'accès des humanitaires aux zones de crise et la question ensuite discutée sur est-ce que voilà, les principes de l'action humanitaire, d'urgence, ce qui serait reconnu par tous et quel problème ça pose voilà, dans des contextes où il y a une intervention d'une puissance régionale, comme par exemple l'Arabie Saoudite au Yémen. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez pu dire, et je voulais juste rajouter que en fait, la capacité de négociation politique des organisations internationales, des gouvernements aussi, elle est extrêmement réduite, et parce qu'il y a une
prédominent des grilles de lecture sécuritaires aussi aujourd'hui, notamment dans la région du Yémen où les enjeux géopolitiques, énergétiques sont importants, mais on a voilà, une priorité qui est donnée à voilà, la lutte entre guillemets, contre le terrorisme et qui invisibilise toute problématique politique, sociale, développement. Et donc, cette focalisation sur une approche sécuritaire, elle empêche aujourd'hui les acteurs qui pourraient peut-être négocier pour justement assurer aux humanitaires l'accès aux zones de conflit, etc., qui pourraient tenter donc de freiner la spirale des violences. Aujourd'hui, ils semblent complètement incapables voilà, de négocier, de pacifier la situation. C'est aussi, voilà, je pense, parce qu'on a vraiment ce masque et cette grille de lecture sécuritaire. Voilà. D'accord. Amal ? Donc je vais répondre à la question sur comment le CIF a décidé de flécher un peu son intervention. Premièrement, c'était donc un choix stratégique. C'est vrai que le CIF a 25 ans d'existence, donc il est relativement jeune par rapport à d'autres ONG qui existent déjà depuis 30 ans, 40 ans, 60 ans. Et donc c'était un acteur humanitaire supplémentaire voilà, aux côtés des autres. Et donc au départ, il a fait aussi, enfin, le CIF a fait son autocritique parce qu'il a aussi surfé sur les crises médiatiques. Donc il a été très facile d'ouvrir des missions sur les urgences, là où les autorités laissent place parfois plus facilement à des interventions très ponctuelles. Donc ça a été le cas en Haïti par exemple, ça a été le cas au Pakistan, en Palestine bien sûr dès 2008. Et donc finalement cette stratégie elle a évolué pour dire que finalement on ne va pas s'arrêter à l'action d'urgence, mais on va rester dans le pays pour pouvoir faire des actions plus long terme. C'est le cas par exemple du Pakistan où, comme on le voit dans la région du Sindh par exemple, on était sur des aléas climatiques. Les aléas climatiques étant passés, donc tous les acteurs humanitaires et les financements sont partis vers plutôt la zone nord et la zone frontalière avec l'Afghanistan, là où d'un point de vue stratégique, il nous a paru important de rester dans le Sindh pour pouvoir travailler sur cette notion de résilience des communautés qui faisaient face aussi à la sécheresse, en plus des inondations. Et donc ça a été un choix stratégique. Ça a été une capacité parce qu'on a eu aussi des financements qui nous ont permis de faire ce choix-là. Le deuxième recentrage, ça a été un recentrage thématique. Aujourd'hui, on est acteur humanitaire, mais on ne fait pas de santé. Et on a défini 3 axes d'intervention qui sont la sécurité alimentaire, l'eau et l'assainissement et l'enfance. Parce que ce sont les 3 thématiques qui parlent le plus aussi à nos donateurs, qui ont fait aussi l'histoire du site depuis le départ. Et donc l'idée c'est de développer une véritable expertise dans ces 3 domaines-là et d'essayer de trouver des complémentarités avec d'autres acteurs, par exemple des acteurs médicaux, pour pouvoir avoir une connexion entre, comme je parlais de programmes intégrés, c'est aussi avoir une démarche intégrée de plusieurs acteurs autour d'une action et d'un contexte spécifique. Ensuite, ça a été une vraie réflexion en interne sur le fléchage que donnent aussi nos donateurs. Nous, la plupart de nos donateurs donc, sont des donateurs privés, des particuliers issus de la communauté musulmane en France, qui est très ému de voir les images d'Al Jazeera. Et donc à chaque fois qu'il y a un reportage d'Al Jazeera, on a tous les coups de fil qui nous disent que faites-vous là ou là. Donc c'est aussi des prises de position qui mettent en péril aussi le CIF quand il assume le fait de ne pas intervenir là ou là. Ça a été les reportages sur les Rohingyas, par exemple. Donc, en tant qu'association musulmane, pourquoi n'intervenez-vous pas auprès des Rohingyas? Ce sont des musulmans persécutés. Que faites-vous pour nos frères? Et donc, il y a eu toute une démarche pédagogique de dire que déjà intervenir en Birmanie ou au Bangladesh, dans ces zones, c'est très très compliqué. Donc, il y a eu une démarche pédagogique d'expliquer le contexte d'intervention, de dire que des ONG déjà présentes comme ACF essuient déjà des difficultés d'intervenir. Et donc, c'est avoir cette démarche-là aussi de dire qu'il n'y a pas que les musulmans qui sont aussi persécutés, il y a aussi des communautés hindoues qui ont le même problème de non-reconnaissance, et donc essayer d'avoir cette démarche pédagogique auprès de nos donateurs.
Mais ce fléchage aussi, donc c'est un risque aussi pour l'ONG de perdre ses donateurs, parce que si le discours pédagogique ne prend pas, c'est autant de donateurs qu'on peut perdre aussi en cours de route. Et donc ça a été aussi des moments forts de positionnement de l'organisation. Donc on a été témoin des attaques de Charlie Hebdo, par exemple. Ça a été des positions très fortes de l'organisation d'assumer voilà, certaines valeurs, et donc voilà, ça fait partie aussi des risques auxquels voilà, on s'expose en ayant ce positionnement-là. Sur l'accès, les fragilités, donc l'accès des humanitaires, c'est vrai qu'on est dans des contextes très compliqués. On l'a aussi vécu en Syrie, où on était présent jusqu'à 2011 sur la question des réfugiés irakiens. Et donc les autorités syriennes refusaient d'admettre qu'il y avait des besoins humanitaires pour les Syriens. Lorsque la guerre a éclaté, le nombre d'ONG qui pouvaient aussi intervenir en Syrie se sont retrouvés en nombre de 7. On était parmi elles. Et donc c'est vrai que parfois, quand l'action elle-même elle est dirigée par un gouvernement, parce qu'on n'est pas dans des pays conquis, hein, on est dans des pays souverains, avec des autorités avec lesquelles il faut compiler. Et donc, il y a des choix vraiment stratégiques aussi qui viennent au jour. Et donc, pour nous, la décision, ça a été de maintenir une présence sur place, quitte à limiter l'accès dans les zones les plus vulnérables, mais pour pouvoir être prêt pour apporter cette aide dès qu'on a la possibilité de le faire. Mais effectivement, on n'est pas toujours en mesure de faire ce qu'on veut. Merci Amal. Michel, le mot de la fin en 2 minutes. Très brièvement, pour compléter ce que je voulais dire et puis répondre aussi à Valentin, je crois qu'effectivement nous devons réfléchir à une réactualisation de nos valeurs. Je voudrais simplement vous donner un exemple, vous parliez de Charlie. Après Charlie, on a eu un déferlement de réflexion sur la laïcité dans la presse, un peu partout. Je voudrais simplement dire que en ce qui concerne la laïcité, c'est un pur produit français. C'est un produit français qui a été indispensable à la construction de la France. Je crois que c'est quelque chose que nous devons accepter, reconnaître, mais ce n'est pas un principe, ce n'est pas une valeur fondamentale. Et c'est parce que c'est strictement français et que ça ne concerne que la construction de notre pays, que ce sont dans nos chromosomes, mais qu'il faut faire attention à son exportation. Alors l'exportation du principe de laïcité est extrêmement difficile. Et je pense notamment à l'égard de nos amis musulmans, le principe de laïcité est une violence. Il faut faire donc très attention à la manière dont on en parle et dont on peut essayer de mettre en œuvre des moyens d'organiser la société dans l'espace privé, l'espace public, sans forcément aller jusqu'à des extrêmes comme nous les avons connus en France, qu'on a accepté, je pense à l'affaire du voile, etc., mais qui sont incompréhensibles dans d'autres populations. Donc c'est juste un exemple sur les valeurs, mais ça mérite, puisqu'aujourd'hui c'est parfaitement d'actualité, ça mérite qu'on y réfléchisse. Qu'est-ce que l'humanitaire a à voir avec la laïcité ? Voilà un raisonnement qu'il faudrait, un débat qu'il faudrait mettre sur pied un jour, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure à propos justement de l'intrusion éventuelle des techniques de l'éducation populaire dans l'humanitaire. Et puis pour conclure, si vous voulez conclure, il faut toujours faire une citation. Alors on va prendre une valeur sûre. Il s'agit de Pasteur. Je ne te demande pas quel est ton pays, quelle est ta religion, quelle est ta race. Je te demande quelle est ta souffrance. Merci à tous. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. J'invite les intervenants de la prochaine table ronde, droit international, humanitaire et ingérence, la mise à l'épreuve, à venir sur scène, s'il vous plaît. Merci.